Un magnate impeccable, habitué à contrôler le destin de chacun, perd son souffle lorsqu'il croise un garçon portant ses propres yeux. Mais avant de continuer cette histoire émouvante... Moi, c'est Marie-Claire. C'est moi qui imagine ces histoires. Nous sommes encore une petite communauté et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer. Salle était emplie de la lueur métallique des lustres, des couronnes de fleurs exhalant un parfum suave et suffocant, et du murmure discret des conversations. Tout semblait répété, des pas discrets des domestiques au rythme des paroles réconfortantes de visages familiers. Le magnate, figé dans son costume sur mesure, avançait dans l'espace comme s'il maîtrisait encore le temps et le silence. Pendant des décennies, il avait bâti son empire d'une main sûre et d'un regard que peu osaient égaler. Pour lui, il n'y avait aucun hasard, seulement calcul, stratégie et contrôle absolu. Mais à cet instant, au milieu des notes graves d'un orgue et de l'enchaînement impeccable des salutations officielles, quelque chose se produisit. Son regard, habitué à ne voir que des contrats et des chiffres, rencontra une présence que personne n'aurait pu anticiper. Un garçon, petit, discret, presque perdu dans l'excès du cérémonial. Pourtant, un détail le fascinait. La même étincelle dans ses yeux, la même courbe de son regard qu'il voyait chaque matin se refléter dans le miroir. Le souffle lui échappa comme s'il avait été frappé de l'intérieur. Il tenta de le dissimuler, redressant les épaules et ajustant sa cravate déjà impeccable. Personne ne remarqua le léger tremblement de ses mains, mais intérieurement, son cœur battait à tout rompre, trahissant ce que son visage entraîné tentait de dissimuler. Les souvenirs lui revenaient par vagues rapides et fragmentées. Un parfum oublié, un rire étouffé dans des nuits lointaines, une promesse faite en silence et jamais tenue. Des années auparavant, il avait enfoui ce chapitre de sa vie sous des couches de pouvoir et de routine. Et pourtant, c'était la preuve vivante que le passé ne s'efface pas avec des chiffres ou des décrets. Le garçon, inconscient du poids de cette rencontre, conservait le naturel des enfants qui n'ont pas encore appris à se cacher. Son regard clair et fixe lui offrait un miroir impossible à nier. L'espace d'un instant, le magnate sentit la pièce disparaître, ne laissant derrière lui que ce regard, reflet de ce qu'il aurait pu être, ou peut-être de ce qui lui manquait. Le murmure des conversations envahit à nouveau sa conscience, lui rappelant qu'il restait le centre de l'attention. On s'approchait pour le saluer, louer sa ténacité, même au cœur du chagrin, renforcer son image de pilier inébranlable. Il répondait machinalement, affichant des sourires calculés. Mais intérieurement, il luttait contre le vertige d'une révélation qui menaçait sa silhouette impeccable. Dans cette pièce, remplie de symboles de pouvoir et de contrôle, un regard enfantin avait suffi à ouvrir une fissure irréversible. Et il savait, avec une clarté qui l'effrayait, que plus rien ne serait comme avant. La routine du magnate commençait toujours de la même façon, comme si chaque geste était gravé dans la pierre, le rugissement discret du moteur de son jet privé avant l'aube, l'odeur métallique du cuir fraîchement ciré sur les sièges, le tintement des verres en cristal servant une boisson qu'il touchait rarement. D'en haut, il contemplait les villes comme des miniatures, se rappelant que pour lui, la terre avait toujours été en bas, lointaine, sous contrôle. C'était un homme façonné par la rigueur et la discipline, incapable de se laisser surprendre par le hasard. À l'atterrissage, sa voiture blindée l'attendait déjà, la porte ouverte comme une révérence silencieuse. Tout obéissait à un calendrier invisible et infaillible, réunions chronométrées, contrats signés avec des signatures précises, déjeuners dans des salles à manger où chaque couvert brillait avec la même précision qu'il exigeait de la vie. Son manoir, bien qu'immense, ressemblait moins à un foyer qu'à un écrin de silence. Des halls spacieux, d'épais tapis qui étouffaient les pas, des couloirs où des horloges marquaient le temps avec une perfection suisse. Pourtant, sous cette grandeur, il y avait quelque chose de froid. Les pièces ne contenaient ni rire ni souvenir, seulement les reflets d'un ordre impeccable. De hautes fenêtres laissaient entrer la lumière matinale, mais cette luminosité ne la réchauffait jamais. Les domestiques, dressés à la discrétion, se déplaçaient presque comme des ombres, évitant le regard direct, accomplissant leurs tâches sans jamais franchir la ligne de l'affection.
C'était une vie faite de perfection fonctionnelle, d'engrenages qui tournaient silencieusement. Et dans cet engrenage, il n'y avait aucune place pour l'improvisation, ni pour la tendresse à l'annonce du décès de son mentor. Il réagit comme s'il s'agissait d'une annonce d'entreprise, un événement inévitable, mais qui exigeait sa présence indéfectible. Il se prépara comme s'il prenait un nouvel engagement, choisissant le costume noir le plus impeccable, ajustant chaque détail de sa cravate. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas seulement une cérémonie funéraire, c'était aussi une scène où il exhibait son pouvoir et son statut. Les funérailles réuniraient actionnaires, politiciens, anciens alliés et rivaux déguisés en amis. Là même le deuil serait un spectacle, couronne somptueuse. Discours solennel, rangées de voitures alignées tel un cortège de richesses. En chemin, le magnate observait les vitres sombres de sa limousine refléter un visage impénétrable. À l'extérieur, elle respirait la solidité. À l'intérieur, elle portait un vide si bien dissimulé que même lui s'était habitué à l'ignorer. Les gratte-ciel défilaient devant la fenêtre, tels des témoins silencieux de son ascension. Chaque pierre, chaque vitre miroitante lui rappelait que tout avait été accompli au prix de sacrifices, de nuits blanches interminables, de liens laissés en chemin. Et pourtant, plus il montait, plus l'espace autour de lui devenait solitaire. À son arrivée, il trouva le décor tel qu'il l'attendait, un élégant théâtre de deuil. La salle de veillée était couverte de fleurs blanches, disposées avec tant de soin qu'elles ressemblaient davantage à des œuvres d'art qu'à des signes de deuil. Leur doux parfum emplissait l'air jusqu'à en devenir presque écœurant. Le son profond d'un orgue résonnait, marquant un rythme lent et solennel qui enveloppait tous les présents. Hommes en costumes sombres et femmes discrètement voilées se saluaient à voix basse, comme si chaque mot était mesuré. Même les larmes semblaient calculées, jaillissant juste au bon moment pour émouvoir, sans pour autant gâcher l'image. Le magnate marchait parmi ces personnages comme quelqu'un qui croit encore tenir les rênes. Il recevait des accolades formelles, des hochements de tête et des mots de condoléances qui ressemblaient plus à du protocole qu'à de véritables sentiments. Il se sentait au cœur d'une chorégraphie silencieuse, où chacun jouait des rôles répétés. Il observait silencieusement chaque détail, le discret éclat de l'or à leurs poignets, la posture droite de celui qui veut affirmer sa supériorité même dans le deuil, l'échange de regards entendus qui dissimulait de futures négociations. Au fond de lui, cependant, quelque chose s'agitait. La rigidité de la cérémonie ne parvenait pas à masquer le sentiment inquiétant de fissure dans ce spectacle de perfection. C'était comme si une note discordante perçait la mélodie grave de l'orgue. Il ne pouvait la nommer, mais il la sentait. Il y avait une part d'humain imprévisible, sur le point de lui échapper. En observant les couronnes disposées autour du cercueil, il remarqua que, même mort, son mentor conservait une aura de grandeur. Mais il remarqua aussi quelque chose d'étrange, un espace vide dans la composition centrale, comme s'il manquait une pièce à l'échiquier. L'espace d'un instant, la scène sembla moins un adieu qu'un puzzle. Cette solennité cachait des secrets et lui, habitué à anticiper chaque mouvement, ne parvenait pas à déchiffrer cette absence silencieuse. Entre deux poignées de main, la certitude grandissait. Les funérailles n'étaient pas seulement les adieux à un homme puissant, mais aussi le prélude à quelque chose de plus grand. Il se croyait maître de la situation, mais ce détail, invisible pour la plupart, le déconcertait. C'était comme si une ombre, encore imperceptible, allait se déplacer dans les couloirs fleuris de cette salle de deuil et, à cet instant, sans même s'en rendre compte, il commença à perdre l'illusion d'un contrôle absolu sur son destin. Le regard du magnate s'attarda sur un détail presque banal, qui pourtant semblait figer le temps. Sur la table d'appoint, au milieu des compositions florales et des grandes bougies, reposait un vieux portrait de son mentor. La photographie le représentait il y a des décennies, le visage plus léger, tenant un enfant dans ses bras. Le geste semblait spontané, une tendresse s'échappant des traits de ce visage dur que ces dernières années, lui seul avait connu comme impénétrable. Mais ce qui le troublait véritablement, c'était l'expression de l'enfant.
Il y avait dans ce regard innocent quelque chose qui rappelait de façon déconcertante le visage d'un proche, presque un reflet de lui-même à une époque lointaine. Le magnate détourna les yeux, comme si un miroir indésirable s'était imposé à la solennité. Une voix proche le tira de sa rêverie. Un vieil associé à la barbe fine et au regard malicieux se pencha discrètement et murmura « Certains héritages sont invisibles, mon ami. Plus difficiles à gérer que les chiffres et les propriétés. » La phrase, prononcée sur un ton presque désinvolte, le frappa comme une flèche. L'homme ne s'expliqua pas davantage, s'éloignant simplement avec la lenteur calculée de quelqu'un qui sème le doute et observe l'effet à distance. Le magnate resta immobile, la phrase résonnant dans son esprit. Héritage invisible. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Il prit une profonde inspiration, essayant de retrouver son calme. Il était habitué à interpréter des mots codés, des métaphores commerciales, des jeux de pouvoir. Mais lors de cette cérémonie, devant le corps de son mentor, tout semblait porteur d'un double sens, du nombre de présages. Même le son grave de l'orgue, qui lui avait semblé solennel auparavant, résonnait désormais comme un avertissement. En traversant la salle, il remarqua d'autres signes qu'il aurait ignorés auparavant. Un ancien employé, l'air las, le fixait de loin avec un respect mêlé de quelque chose de plus difficile à définir. Peut-être de la pitié, peut-être du ressentiment. Une femme âgée, assise au premier banc, gardait les mains jointes comme pour prier, mais son regard revenait sans cesse vers lui à des moments inattendus. Petits gestes, regards, silence. Tout semblait chargé de sens cachés. Il sentait un poids sur sa poitrine, une vulnérabilité qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Tout au long de sa carrière, il avait cultivé l'image d'un homme invincible, intouchable par le hasard et l'émotion. Aujourd'hui, confronté au souvenir d'un mentor qui, de son vivant, avait été à la fois son guide et son geôlier, il réalisait que son existence même reposait sur des vérités incomplètes. Il se demanda s'il n'avait pas aussi hérité de mensonges, de secrets soigneusement préservés sous un vernis de grandeur. La photo lui revenait avec insistance à l'esprit, son mentor souriant, un enfant dans les bras. Il ne savait pas s'il s'agissait d'une simple ressemblance imaginaire, mais le malaise était réel, comme si quelque chose qu'il avait nié jusque-là allait surgir. Les mots de sa compagne résonnaient, se mêlant au parfum écœurant des fleurs et à la lenteur des chants, héritages invisibles. Un pressentiment le saisit. Les funérailles n'étaient plus seulement un adieu. Elles devenaient le prélude à une énigme personnelle. Et comme pour toutes les affaires qu'il avait menées dans sa vie, il savait que les énigmes ne restent jamais cachées éternellement. Il essaya de chasser ses pensées, de se concentrer sur les rituels, mais en vain. Le silence entre les discours semblait plus pesant que les discours eux-mêmes. C'était comme si l'environnement lui-même le poussait en territoire inconnu, un terrain où son pouvoir n'offrait aucune garantie. Et puis, et ce fut le cas, alors qu'il tournait la tête, son regard rencontra quelque chose qu'il n'aurait jamais cru trouver dans ce décor. Parmi les rangées de visages discrets et en deuil, un reflet inattendu apparut, un regard si proche du sien qu'il fit bondir son cœur. Elle entra presque inaperçue, comme si elle ne souhaitait pas perturber l'équilibre artificiel de la pièce. La porte latérale s'ouvrit discrètement, laissant entrer une femme qui se démarquait du fastueux cérémonial entourant la veillée funèbre. Elle était vêtue simplement, une robe sombre et sans ornement, accompagnée d'un manteau usé. Le tissu ne brillait pas sous les lumières, et c'est peut-être pour cette raison qu'il attirait davantage l'attention. Alors que la plupart arboraient des bijoux discrets et des vêtements sur mesure, elle n'avait en elle que la dignité tranquille de celle qui refuse de dissimuler ses origines. Le magnate la vit immédiatement, comme si son regard était guidé par une force invisible. Son cœur, habitué au rythme contrôlé, perdit le sien. Des années s'étaient écoulées depuis sa rencontre avec ce visage, mais aucun temps n'avait pu effacer ce souvenir. Il reconnut en elle la femme qui lui avait autrefois offert sa tendresse sans rien demander en retour, avant que le pouvoir et l'ambition ne le détournent de toute affection véritable. Impossible de ne pas se souvenir de la vie qu'ils auraient pu vivre ensemble.
interrompu par des choix qui lui semblaient désormais aussi froids qu'inévitables. À côté d'elle marchait un garçon, petit mais droit, le pas décidé malgré sa timidité. Ses traits étaient reconnaissables entre tous. Pas seulement la courbe de son menton, mais surtout ses yeux, les mêmes qu'il voyait chaque matin dans le miroir. La ressemblance le frappa si brutalement qu'il dut poser la main sur le dossier d'une chaise pour ne pas tressaillir. L'air devint lourd, comme si chaque respiration exigeait un effort. Il essaya de se convaincre que c'était une coïncidence, mais plus il observait, plus il lui devenait impossible de soutenir ce mensonge. La femme évitait de le regarder directement. Son attention était portée sur le cercueil, les fleurs, les mains du garçon qu'elle serrait fort. Il y avait dans son geste un mélange de protection et de fierté discrète. Elle ne cherchait ni approbation ni confrontation. C'était comme si elle avait appris au fil des ans à ériger une forteresse de silence autour d'elle. Mais précisément dans ce silence résidait une éloquence insupportable. Il se sentait diminué par sa posture simple mais ferme, comme si toute la puissance accumulée toute sa vie était vaine face au regard qu'elle refusait de lui adresser. Le garçon, quant à lui, semblait indifférent à la tension qui explosait invisiblement entre les adultes. Il observait la pièce avec une curiosité discrète, comme s'il cherchait à comprendre pourquoi tant de personnes se rassemblaient autour d'un corps silencieux. De temps à autre, il levait les yeux vers sa mère, cherchant du réconfort. Mais pendant un bref instant, presque imperceptible, il tourna son visage vers le magnate. Et à cet instant, deux regards identiques se croisèrent. Le temps s'arrêta. Aucun doute, ce reflet vivant était un lien impossible à nier. Le magnate, habitué à dominer les conseils d'administration et les auditoires par sa présence, se sentait plus vulnérable que jamais. Tout l'entraînement, toute la froideur accumulée au fil des ans ne l'avaient pas préparé à ce choc intime. Le garçon ne dit rien, ne sourit pas et ne se cacha pas. Il soutint simplement son regard avec le naturel de quelqu'un qui ignore qu'il porte en lui un secret dévastateur. Il essaya de faire un geste, de faire un pas vers eux, mais quelque chose le paralysait. Ce n'était pas seulement la peur d'être vu par les autres. C'était la soudaine prise de conscience qu'il était confronté à une histoire dont il avait été exclu, ou peut-être qu'il avait fui par lâcheté. Le silence de la femme était une accusation suffisante. Elle n'avait pas besoin de dire un seul mot pour révéler tous les choix qu'il avait faits par le passé. Tout autour, la cérémonie se poursuivait. Chants, prières, murmures étouffés. Personne ne semblait remarquer la scène qui se déroulait en silence entre ces trois personnages. Mais pour le magnate, tout le reste était devenu flou, sans importance. Le décor opulent, les discours pompeux, les salutations solennelles, rien ne pesait contre la révélation qui brûlait maintenant dans sa poitrine. Il sentit son cœur s'emballer, battre de façon erratique, comme s'il annonçait une crise. Son esprit cherchait désespérément une explication rationnelle. Il pouvait s'agir d'un hasard génétique, d'une absurde coïncidence. Mais l'instinct, plus fort que tout calcul, lui criait la vérité qu'il n'osait exprimer à voix haute. Et dans cet instant suspendu, une question le frappa avec une force implacable. Était-il possible que ce garçon soit son fils? Le magnate resta immobile de longues secondes, comme si le temps autour de lui avait perdu son rythme. Chaque mot qui résonnait dans la salle funéraire semblait lointain, étouffé par une nouvelle conscience qui s'imposait violemment. La ressemblance entre lui et le garçon n'était ni un détail, ni le fruit de son imagination. C'était une réalité qui perçait ses défenses et le laissait exposé. Il sentait son cœur battre à tout rompre, comme si chaque pulsation était un coup porté au masque d'acier qu'il avait cultivé toute sa vie. Pour la première fois depuis des années, il ne savait plus comment réagir. Son esprit, habitué à réagir rapidement aux crises économiques et aux pressions politiques, se retrouvait désormais incapable de trouver le geste ou le mot juste. S'il s'approchait de la femme et de l'enfant, il risquait de transformer la cérémonie en scandale. Un regard plus attentif d'un journaliste présent ou le murmure d'un associé attentif suffirait à faire se répandre les rumeurs comme une traînée de poudre. Sa réputation, bâtie sur des décennies de discipline et de contrôle, pouvait s'effondrer en quelques minutes. Et pourtant, le silence le rongeait aussi.
Rester immobile, feignant l'indifférence, c'était comme nier quelque chose que tout son corps reconnaissait déjà. Le garçon semblait le ramener à une époque où l'avenir n'était pas encore scellé, où il avait choisi le pouvoir plutôt que l'affection. Il se souvenait de la femme à ses côtés, des moments où tout semblait possible avant qu'il ne suive la voie de l'ambition. Maintenant, devant elle et l'enfant, il réalisait qu'il n'avait pas seulement perdu un amour, mais aussi la chance de construire une vie entièrement différente. Les images lui sont venues par éclairs. Le jeune homme aux promesses de fidélité murmurées, la décision soudaine de suivre les ordres du mentor, la lettre restée sans réponse, le silence imposé. Chaque souvenir portait un poids insupportable, comme si chaque mauvais choix refait surface pour exiger son prix à cet instant précis. Les funérailles, au lieu d'une scène d'adieu, sont devenues un tribunal invisible, où regards et silences jugeaient son passé. Les actionnaires qui l'accueillaient semblaient indifférents, mais ils sentaient leurs regards s'embrumer de suspicion. Il suffisait d'une rumeur, d'une photo hors contexte, pour que l'Empire tremble. Les journaux ne pardonneraient pas la révélation d'un enfant non reconnu, fruit d'une relation secrète. Le public l'accuserait d'hypocrisie. Ses associés le puniraient pour son erreur de calcul, et ses rivaux saisiraient de l'occasion pour l'attaquer. Lui qui avait toujours anticipé tout, se trouvait maintenant à un carrefour qu'il n'avait pas su anticiper. Pourtant, il y avait quelque chose de plus fort que la peur, le souvenir de ce qu'il avait ressenti en croisant le regard du garçon. Ce n'était pas seulement une ressemblance physique. Il y avait là un miroir intime, un reflet impossible à ignorer. Ce regard contenait toute une vie de questions, même non posées. Et pour la première fois, il ne voulait pas fuir les réponses. La lutte intérieure le divisait entre deux mondes. D'un côté, son image publique, son empire, le masque d'acier qu'il portait depuis des décennies. De l'autre, la vérité palpitant sous ses yeux, exigeant d'être reconnue. Chaque pas le mènerait à la perte. Soit il sacrifierait son pouvoir pour gagner un lien humain, soit il conserverait sa couronne de fer au prix du renoncement à sa propre chair. Il savait qu'il devrait choisir, mais le moment de la décision lui semblait impossible. Son cœur le poussait à se rapprocher, à parler, à laisser tomber le mur qui les séparait. La raison, froide et implacable, lui murmurait que ce serait un suicide public, que cela détruirait tout ce qu'il avait construit. Le silence de la femme était plus éloquent que n'importe quelle accusation. Elle le regardait de loin, sans chercher le contact, comme si elle avait renoncé à attendre un geste. Cette indifférence le blessait plus que n'importe quelle réprimande directe. Le poids du dilemme était si insupportable qu'il dut quitter la salle principale quelques instants. Il emprunta un couloir latéral, respirant profondément, essayant de rassembler ses pensées. Le froid des murs de marbre n'apportait aucun soulagement. Au contraire, il renforçait le sentiment d'être prisonnier d'un mausolée, entouré des ombres de ses choix passés, dehors. Par une fenêtre, il vit la mère et le fils assis en silence, loin de l'agitation de la ville. La femme caressa les cheveux du garçon d'un geste instinctif et protecteur, comme quelqu'un qui aurait construit sa vie sans rien attendre en retour. Cette simple scène le transperça comme une lame. C'était à cela qu'il avait renoncé, au geste du quotidien, à une affection silencieuse qui n'avait besoin ni d'applaudissements ni de contrat. Tout son corps le poussait à aller vers eux, à s'accorder un instant de répit. Il se fichait désormais que le monde l'apprenne. Le poids du scandale ne l'inquiétait plus. Mais lorsqu'il rassembla le courage de faire demi-tour et d'approcher, quelque chose l'arrêta. Une main se posa sur son épaule, coupant son élan. La voix était ferme, mesurée, et le ramena à la réalité. Pas maintenant, pas ici. Et à ce moment-là, il réalisa que le destin le ferait attendre un peu plus longtemps pour faire face à la vérité qu'il ne pouvait plus nier. La main qui l'arrêta dans le couloir appartenait à un homme âgé, un ancien employé qui avait servi le magnate et son mentor pendant des décennies. Son visage était buriné, de profondes rides révélant la dureté de celui qui en avait vu plus qu'il ne pouvait en compter. Le magnate s'efforçait de conserver sa fière allure, mais son regard l'en empêchait. On aurait dit qu'il transperçait son armure, qu'il connaissait chaque faiblesse cachée sous ses costumes coûteux et ses paroles mesurées. « Il y a des vérités que tu ignores.
murmura le vieil homme d'une voix basse, presque confidentielle. Ton mentor n'était pas seulement ce qu'il montrait. La phrase restait en suspens, et le magnate se sentit obligé de le suivre dans une pièce annexe, où le silence était plus pesant que dans la salle funéraire. Le domestique ferma prudemment la porte, s'assurant que personne ne les avait suivis. Les murs étaient couverts de vieux portraits, souvenirs de la carrière du mentor. Parmi eux, une photo se détachait, un simple dîner où il apparaissait entouré de visages inconnus. Le vieil homme expliqua avec hésitation, comme si chaque mot avait un prix exorbitant. Il raconta que des années auparavant, alors que la relation entre le magnate et cette femme s'épanouissait, le mentor projetait déjà autre chose. Il voyait en sa jeune protégée non seulement un héritier prometteur, mais aussi un pilier qui soutiendrait son empire. Pour y parvenir, il fallait couper tout lien susceptible de l'affaiblir. Cette femme, d'origine modeste, ne correspondait pas à ses projets de grandeur. Il fallait étouffer cette histoire d'amour. Elle n'est pas partie de son plein gré. Poursuivit l'employé, le regard lourd. Elle a été renvoyée, et pas seulement. Il y a eu une négociation tacite, un pacte qui l'a tenue à l'écart. On lui a envoyé de l'argent, toujours voilé, comme s'il s'agissait d'une charité. Mais l'ordre était clair, ne plus jamais l'approcher. Le magnate sentit un frisson lui parcourir le dos. Pendant des années, il avait cru qu'elle avait tout simplement abandonné, qu'elle avait choisi une voie sans lui. Il découvrait maintenant que son abandon n'avait pas été volontaire, mais imposé. Une stratégie de l'homme qu'il admirait le plus, celui qui avait façonné sa vie et sa vision du monde. Ce sentiment était celui d'une trahison. Il essaya de trouver des explications rationnelles. Peut-être était-ce vrai, peut-être le vieil homme exagérait-il, peut-être sa mémoire était-elle déformée. Mais au fond, tout cela avait du sens. Son mentor lui avait toujours dit que l'amour était une distraction, que les liens personnels affaiblissaient les décisions. Il lui avait toujours rappelé que des sacrifices étaient nécessaires. Il réalisait maintenant que ces sacrifices n'avaient pas seulement été exigés, mais manipulés. Son cœur était lourd. L'image de la femme lui revint à l'esprit, et avec elle, celle du garçon. Si elle avait été réduite au silence, si elle avait été tenue à l'écart contre son gré, alors la naissance de l'enfant n'était pas une simple coïncidence cachée. C'était une vérité que le mentor avait toujours connue, une vérité enfouie sous les contrats et les apparences. Les paroles du serveur résonnèrent comme des coups. Il savait. Le magnate serra les poings. Il ne s'était jamais senti aussi vulnérable et en même temps aussi trompé. Il réalisait maintenant que l'empire qu'il avait bâti sur des piliers de fer était souillé par des décisions qui ne lui appartenaient pas. Son destin, qu'il avait toujours cru contrôler d'une main de fer, avait été façonné par quelqu'un d'autre. Il avait du mal à respirer. La pièce semblait se rétrécir, les murs se refermant sur lui. L'idée d'avoir été manipulé toute sa vie le rongeait. Et en même temps, l'image du garçon ne lui laissait aucun répit. Le reflet dans les yeux de l'enfant s'éclairait à chaque souvenir. Son cœur voulait accepter, reconnaître, assumer. Mais son esprit, toujours prisonnier du labyrinthe du pouvoir, craignait le scandale, la chute. Le vieil homme posa fermement sa main sur la table. Il y a des choses qu'on ne peut plus cacher. Il croyait protéger l'empire, mais peut-être vous a-t-il seulement condamné tous les deux à une vie de silence. Ces mots résonnèrent comme une phrase. Le magnate sentait le poids des années s'accumuler sur ses épaules. Son mentor, l'homme qui l'avait pétrifié, était également responsable de sa perte de sa seule chance d'être humain. Cette découverte n'apporta pas que de la douleur, elle apporta aussi une clarté brutale. Le passé n'était pas seulement une histoire privée, c'était une blessure qui traversait sa vie et celle de la femme qu'il aimait, et qui se révélait maintenant dans le regard d'un garçon. Et pour la première fois, le magnate réalisa que le plus grand héritage laissé par son mentor n'était pas l'empire de fer, mais le silence plein de secrets qui commençait maintenant à s'effondrer devant lui. La salle résonnait d'un murmure discret, un courant de commentaires dissimulés sous la solennité du deuil. Les fleurs, les chants, le silence respectueux, rien ne pouvait masquer les jugements qui transparaissaient dans les regards de chacun. L'entrée discrète de la femme et du garçon avait déjà attiré l'attention.
Et maintenant, de petits groupes chuchotaient entre eux, comme si leur présence était un affront à l'ordre établi. Une invitée, parée de lourds bijoux et d'un parfum pénétrant, se pencha vers une autre dame à sa gauche. Ses lèvres remuèrent à peine, mais le venin de ses paroles transperça l'air. Choisissez seulement de meilleurs invités. Certaines présences sont visibles, même dans l'ombre. Le commentaire, d'une voix basse, fut suivi d'un rire étouffé par un foulard de soie. D'autres visages se tournèrent, masquant leur curiosité par de rapides regards qui allèrent de la femme au garçon, puis revinrent au cercueil fleuri. Le magnate observait de loin, l'estomac noué. Il n'entendait pas chaque mot, mais il en percevait suffisamment. Le mépris social, la cruelle condescendance. Il reconnaissait ce ton. Il l'avait utilisé en réunion, il avait vu des associés l'employer contre des adversaires. Maintenant, cependant, c'était différent. La lame des préjugés ne frappait pas un rival lointain, mais la femme qu'il avait intimement connue, et le garçon dont le regard fixait son propre reflet. Le rire discret résonnait plus fort que n'importe quel discours solennel. Ce n'était pas un rire franc, mais de petits éclats de cruauté répétés çà et là, comme des marques invisibles tachant l'atmosphère. Il sentit son visage s'échauffer, mais resta immobile. Une vie de discipline le paralysait. Réagir reviendrait à s'exposer, à confirmer ses soupçons, à susciter de nouvelles spéculations. Ainsi, prisonnier de sa propre armure, il assista au spectacle silencieux de l'humiliation. La femme, cependant, semblait préparée. Elle se tenait droite, le regard fixé droit devant elle, les mains fermement agrippées au bras du garçon. Elle ne réagit pas au rire et ne détourna pas le regard. On aurait dit qu'elle avait appris à naviguer entre les pierres lancées sur elle avec une sérénité durement acquise. Cette dignité silencieuse ne fit qu'accroître la honte du magnate, qui se sentit lâche de ne pas intervenir. Le garçon, lui, ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais il percevait l'étrangeté. Les regards prolongés, les rires étouffés, le ton sec des mots qu'il ne comprenait pas, tout cela s'accumulait dans une confusion qui serrait sa poitrine d'enfant. Il serra plus fort la main de sa mère, comme s'il cherchait refuge dans ce simple geste. Le magnate vit le mouvement et sentit sa gorge se nouer. Il y avait en lui une supplication silencieuse, une demande de protection qui n'aurait jamais dû être nécessaire. Chaque seconde s'éternisait comme une phrase. Le magnate immobile ressentait la douleur de son inaction. Extérieurement, il affichait une expression froide, une tenue impeccable et le rôle d'hôte silencieux du deuil. Intérieurement, cependant, quelque chose se brisait. Il réalisait que l'empire de fer qui soutenait sa vie était incapable de protéger ceux qui comptaient vraiment. Et cette impuissance était plus cruelle que toute menace extérieure. À cet instant, face à la scène qui se déroulait sous le regard attentif de ses invités, le magnate comprit que la véritable injustice ne résidait pas dans les rires étouffés, mais dans le fait qu'il demeurait, malgré toute sa force, incapable d'agir. Et tandis que le garçon serrait la main de sa mère pour la rassurer, il comprit que son silence était aussi une forme de trahison. Les assistants à la cérémonie, attentifs à chaque détail, commencèrent à agir comme si la présence de la femme et du garçon était un désagrément à régler. L'un des organisateurs, vêtu d'un costume sombre et arborant un sourire froid, s'approcha d'elle d'un pas mesuré. Il s'inclina poliment, mais sa voix portait la dureté d'un ordre déguisé. « Madame, il serait plus approprié de rejoindre les sièges au fond de la salle. » Ce n'était pas une invitation, mais un geste déguisé en courtoisie. Elle leva lentement les yeux, la main fermement posée sur l'épaule de son fils. Elle ne répondit pas immédiatement, comme si elle pesait chaque geste. Les yeux autour d'elle suivaient la scène avec une anxiété à peine dissimulée. Certains feignaient d'observer le cercueil, d'autres ajustaient leurs gants ou leurs écharpes, mais en réalité, tout le monde attendait de voir si cette femme simple accepterait cette rétrogradation silencieuse. Le garçon, confus, tira sur la manche du manteau de sa mère, cherchant une explication. Ses grands yeux reflétaient de l'étrangeté de ne pas comprendre pourquoi il devait quitter leur lieu. Elle lui caressa doucement la main, exprimant son calme sans un mot.
Mais son expression était d'une retenue d'acier. Il n'y avait aucune humiliation qu'elle n'ait déjà subie. De l'autre côté de la pièce, le magnate sentit son corps se raidir. Il vit la scène se dérouler comme un affront direct, mais il resta immobile. Chaque fibre de son être le pressait d'intervenir, d'utiliser la voix qui avait toujours été respectée. Cependant, la peur du scandale, d'être exposé devant ses alliés et ses rivaux, le paralysait. Le moindre geste pouvait susciter des questions, des soupçons, faire la une des journaux. Et puis, comme tant de fois auparavant, la discipline du pouvoir prit le dessus sur l'urgence de son cœur. Les invités échangèrent un rapide regard. Certains approuvèrent discrètement l'initiative d'écarter les personnes déplacées. D'autres, plus réservés, observèrent simplement froidement. L'atmosphère semblait plus lourde, comme si l'injustice était palpable. La musique de l'orgue continuait, mais sonnait désormais comme un fond ironique au silence moralisateur. C'est à cet instant que la femme releva la tête. Elle ne céda pas à la pression de la cérémonie. Elle ne se leva pas, elle ne ramena pas son fils. Elle resta simplement immobile, telle une racine qui résiste à la tempête. Et puis, enfin, son regard croisa celui du magnate. Pas de supplication, pas d'appel à l'aide. Il y avait un mépris contenu, une accusation silencieuse, plus dévastatrice que n'importe quelle parole. Le magnate sentit sa poitrine brûler. Ce regard n'était pas seulement un rappel de leur passé commun, mais la preuve que sa lâcheté actuelle le rendait complice d'injustice. Tout le luxe environnant, tous les rituels répétés perdirent leur sens face à un simple geste de résistance silencieuse. Et à cet instant, elle comprit que la plus grande humiliation n'était pas la sienne, mais la sienne. Car contrairement à elle, qui affrontait les regards avec dignité, il restait prisonnier de son propre silence. La nuit tomba sur la ville comme un épais rideau, étouffant le bruit de la circulation et ne laissant que la lueur froide des lumières. De retour au manoir, le magnate parcourut des couloirs silencieux comme s'il marchait en lui-même. Les tapis absorbaient ses pas, mais pas le bruit intérieur qui martelait sa poitrine. Il retira son manteau et le laissa tomber sur une chaise, geste rare pour quelqu'un habitué à des rituels impeccables. Il se sentait épuisé, non pas par les funérailles elles-mêmes, mais par l'avalanche de souvenirs et de doutes qui le hantaient depuis le moment où il avait croisé le regard du garçon. Les murs de la maison, couverts de tableaux coûteux et de miroirs dorés, renvoyaient des images froides. Il se vit reflété à de multiples reprises. Et dans chaque reflet, quelque chose semblait manquer, comme si la surface brillait mais dissimulait d'invisibles fissures. Il se dirigea vers la bibliothèque, alluma une lampe solitaire et s'enfonça dans le fauteuil en cuir. Le silence de la pièce, autrefois source de fierté, lui semblait désormais insupportable. Il tendit la main vers un verre de vin, mais le goût lui semblait métallique, lointain, incapable de le soulager. Le visage de la femme se dressait devant lui, tel un fantôme têtu, lui rappelant d'anciennes promesses, des vœux murmurés lors de nuits qu'il croyait oublier. Il se souvint de sa jeunesse, lorsqu'il croyait encore pouvoir concilier amour et pouvoir, tendresse et ambition. Mais il avait choisi une autre voie. Il avait laissé son mentor effacer ce chapitre, le convainquant que les sentiments étaient une faiblesse. Maintenant, face à l'image du garçon, tout s'ouvrait à nouveau. Il se demandait si ce regard n'était pas la réponse à la question qu'il avait toujours éludée. Que serait-il arrivé s'il avait été moins rigide, moins loyal à l'Empire et plus fidèle à son cœur? La possibilité d'avoir perdu un fils, sans même le savoir, était un poids insupportable. Le vide qui l'avait toujours hanté avait enfin un nom. Il s'approcha de la fenêtre. La ville brillait en contrebas, comme un échiquier de réussite, mais rien ne lui semblait significatif. Il pensait aux actionnaires, aux conseils d'administration, aux victoires des entreprises. Tout lui semblait insignifiant comparé à l'idée d'avoir renoncé à sa propre chair. Pour la première fois, il ne ressentait aucune fierté dans ses accomplissements. Il ne ressentait qu'un sentiment de défaite intérieure et silencieuse, une défaite qu'il ne pouvait avouer à personne. La nuit s'écoulait, mais le sommeil ne venait pas. Dans l'obscurité, une seule question le tourmentait, répétée comme un murmure incessant. « Et si c'était mon fils ?» Aux premières heures du matin,
Le magnate restait éveillé, assis au bord du grand lit qui ressemblait davantage à une scène vide qu'à un lieu de repos. La chambre, décorée de tissus coûteux et de meubles imposants, offrait un confort matériel, mais aucun refuge émotionnel. Les draps de lin impeccables étaient froissés par les mouvements de son corps agité. Il posa sa tête dans ses mains, essayant d'organiser ses pensées qui se bousculaient sans cesse. Le silence pesant du manoir ne faisait qu'amplifier l'écho de ses voix intérieures. Les images de la journée lui revinrent en boucle, le regard de la femme, le reflet dans le garçon, les paroles du vieux serviteur. Tout convergeait vers un point impossible à ignorer. L'empire qu'il avait bâti lui apparaissait désormais comme un château de verre, brillant, admiré, mais fragile face à une vérité simple et inexprimée. Et plus il y réfléchissait, plus grandissait en lui le sentiment que toute sa vie avait été guidée par une illusion, que le pouvoir pouvait combler le vide laissé par l'absence de lien réel. Il se leva et traversa de nouveau la maison. Il traversa les pièces éclairées par des lampes discrètes, observant les sculptures et les œuvres d'art qu'il avait collectionnées au fil des ans. Tout semblait mort. Aucun de ces objets n'apportait de chaleur humaine. Aucune ne lui rendait la tendresse qui le tourmentait maintenant. Il se sentait comme un étranger chez lui, prisonnier de murs qui affichaient des conquêtes mais ne contenaient aucune histoire d'affection. S'arrêtant devant un miroir, il s'observa attentivement. Son visage était marqué non seulement par la fatigue, mais par quelque chose de plus profond, la conscience d'avoir tout échangé contre une couronne vide. Sa solitude ne provenait pas d'un manque de compagnie, mais de l'absence de véritables racines. Il réalisa combien ses relations récentes avaient été superficielles, alliances sociales ou plaisirs fugaces. Rien qui résisterait à l'épreuve du temps, rien qui n'offrait ce qu'il avait vu dans la posture simple de la femme avec son fils. Le doute grandissait, suffocant. Si le garçon était vraiment son fils, il aurait perdu des années de compagnie, de rires, de chutes, de petites victoires quotidiennes. Il aurait perdu le droit d'être présent à chaque découverte, à chaque geste. L'idée que ce temps ne pourrait être récupéré le déchirait. C'était une blessure que ni le pouvoir, ni la fortune, ni la reconnaissance publique ne pouvaient guérir. Quand l'horloge sonna 4 heures du matin, il prit une décision silencieuse. Il ne pouvait plus se fier à des suppositions. Il avait besoin de savoir. Il devait chercher la vérité, même en secret, même à ses risques et périls. Il appellerait discrètement quelqu'un en qui il avait confiance, quelqu'un qui pourrait découvrir qui était le garçon, d'où il venait, comment il avait grandi. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un besoin viscéral. Et ainsi, seul au cœur de la nuit, le magnate comprit que le doute n'était plus supportable. Il ne lui restait plus qu'une seule voie, trouver des réponses, quel qu'en soit le prix. Les jours suivants furent consacrés à une recherche silencieuse. Le magnate, habitué à avoir des yeux et des oreilles aux 4 coins de son empire, utilisait désormais ses propres ressources pour ce qu'il n'aurait jamais avoué publiquement, enquêter sur une vie privée. Il ordonna à l'un de ses hommes de confiance d'enquêter discrètement, sans éveiller les soupçons, et attendit les résultats comme un verdict. Chaque heure lui semblait plus longue que les interminables réunions du conseil d'administration. Son cœur, qui jusque-là ne palpitait qu'au rythme des marchés, battait maintenant à l'improviste, à l'idée d'une vérité intime. Les documents arrivèrent dans une chemise discrète, déposés sur son bureau en acajou, dans le bureau du manoir. Ses mains, toujours aussi impassibles face aux chiffres astronomiques, hésitaient avant de les ouvrir. À l'intérieur, elle trouva des documents, reçus de virements bancaires, reçus de pensions alimentaires mensuelles, notes de paiement effectuées sur plus de 10 ans. À chaque page, sa certitude s'approfondissait. La femme n'était pas seule. Quelqu'un la soutenait en silence. Le détail le plus cruel résidait dans la provenance de ses fonds. Son nom n'apparaissait jamais. Aucune signature directe n'était visible. Tout était masqué par des fondations fictives, des intermédiaires créés exclusivement à cet effet. Et dans presque tous les documents, une caractéristique revenait, l'implication du mentor lui-même. C'est lui qui, année après année, veillait à ce que mère et fils ne manquent de rien, mais toujours sous le sceau du silence.
Le magnate sentit son corps s'enfoncer dans son fauteuil. Il n'y avait plus de place pour le doute. Son mentor connaissait l'existence du garçon. Il le savait et il avait choisi de garder la vérité cachée, sous contrôle, comme l'un de ses froids calculs. Son aide n'était pas un geste de générosité, mais de manipulation. En dissimulant l'origine, il transformait la vie de la femme en dépendance et en secret, empêchant toute connexion libre. Les souvenirs lui revinrent en mémoire. Il se souvint des moments où son mentor lui avait parlé de sacrifices nécessaires, de choix difficiles pour le bien de l'Empire. Il se souvint des avertissements contre les distractions sentimentales. Et maintenant, il voyait tout sous un jour nouveau. Ce n'étaient pas des conseils, c'étaient des ordres déguisés, des stratégies qui l'éloignaient délibérément de la seule personne capable de lui offrir un véritable foyer. Il porta un des documents à ses yeux. Le papier tremblait dans ses mains. La froideur des preuves matérielles était dévastatrice. Il ne s'agissait plus de rumeurs, de regards ou de coïncidences. La vérité était ici consignée en chiffres, en transferts calculés. Le silence de la femme n'avait pas été choisi. Il lui avait été imposé. Et le garçon avait grandi à l'ombre d'un secret qui aurait dû être son droit le plus naturel, être reconnu. Son cœur se serra par vagues. La honte se mêlait à la colère. Comment avait-il pu accepter si longtemps la confortable version de l'abandon? Comment avait-il pu vivre dans le luxe, croyant que tout était sous contrôle, alors que la vérité l'attendait à 2 pas? Le silence dans le bureau devint insupportable. Il referma violemment le dossier, comme si cela pouvait endiguer l'avalanche. Mais rien ne pouvait arrêter ce qui était déjà clair. Le mentor n'avait pas seulement façonné son empire, il avait aussi façonné sa vie privée, le privant de son droit de choisir, d'aimer, d'être père. Et à cet instant, au milieu des papiers éparpillés sur son bureau, le magnate comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le passé avait été manipulé. Et l'avenir, s'il n'en tenait qu'à lui, ne suivrait pas la même logique. Il ne supportait plus la prison du silence. Les preuves sur son bureau, les documents confirmant les manipulations de son mentor, exigeaient une confrontation. L'après-midi suivant, il abandonna ses engagements officiels et emprunta la voie discrète qui le mènerait à elle. Il ne la prévint pas, ne lui envoya aucun message. Il avait besoin de la regarder dans les yeux, d'entendre de sa propre bouche ce qu'il pressentait déjà, mais qui brûlait encore en lui comme un doute. Il la trouva dans un petit appartement, loin du centre-ville. La simplicité du lieu contrastait avec l'opulence de sa vie. Des meubles usés, une table en bois marquée par le temps, des jouets posés dans un coin. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle subtile du linge propre. C'était un véritable foyer, fait de détails modestes mais vivants. Elle ouvrit la porte avec surprise. Pendant un instant, le silence fut absolu. Le magnate, habitué à dominer les réunions et les foules, sentit sa voix faiblir. Mais elle ne dit rien, s'écartant simplement pour le laisser entrer. Le garçon jouait dans un coin, inconscient de la tempête qui menaçait les adultes. Il posa les documents sur la table. « Dis-moi seulement, est-ce vrai ?» La phrase ressemblait davantage à une supplication qu'à une accusation. Elle le fixa longuement. Il y avait de la dureté dans son regard, mais aussi une ombre de tristesse ancestrale. Elle s'assit en face de lui, caressant les pages, comme pour confirmer une histoire connue depuis longtemps. « Ils n'ont pas survécu, » dit-elle doucement. « Ce n'était pas mon choix. Leur mentor est venu me voir. Ils m'ont dit que pour protéger leur avenir, je devais les contredire. » Le magnate sentit le sol céder. « Et l'enfant ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Et là, respiro fundo, m'entendus olus firme. Il est né après ton départ. Je voulais te le dire, mais on m'a fermé toutes les portes. On m'a fait comprendre que je ne devais jamais approcher, jamais troubler ton monde. J'ai vécu dans le silence, avec la seule certitude que tu ne savais rien. Les mots le frappaient comme des marteaux. Chaque syllabe démontait la version qu'il se racontait depuis des années, qu'il avait été abandonné, qu'elle avait choisi de faire cavalier seul. Non, il avait été trompé. Il avait été coupé de sa propre histoire. Il scruta son regard à la recherche d'une quelconque trace de ressentiment, mais n'y trouva que de la dignité. Elle ne s'excusa pas et ne porta aucune accusation outrancière.
Elle révéla simplement la vérité nue, une vérité étouffée depuis plus de 10 ans. Le garçon s'approcha, curieux, un jouet à la main. Il regarda le magnate, inconscient que sa présence était la réponse vivante à toutes ses questions. Le cœur de l'homme s'emballa. Aucun document, aucun mot ne pouvait être aussi puissant que ce regard. Et à cet instant, face à la femme réduite au silence et à l'enfant qui avait grandi sans le savoir, le magnate sentit tout son empire s'effondrer en lui. Le contrôle n'avait plus d'importance. Les calculs n'avaient plus d'importance. La vérité était là non négociable et elle le laissa sans voix. La révélation ne se limita pas aux modestes murs de cet appartement. Le magnate essayait encore d'absorber le poids de ce qu'il avait entendu lorsque des rumeurs commencèrent à circuler dans les coulisses du pouvoir. Ses plus proches conseillers, des hommes habitués à flairer la faiblesse comme des prédateurs, remarquèrent un changement dans son comportement. Distraction en réunion, réponse courte, regard perdu. De quoi alimenter les soupçons. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion privée, les premières rumeurs éclatèrent. Un conseiller, le sourire glacial, déposa une enveloppe en papier craft sur la table. À l'intérieur se trouvaient des coupures de presse à sensation, des photos prises en cachette et des images de la femme et du garçon entrant et sortant de la veillée funèbre. Les images ne contenaient rien d'explicite, mais la suggestion était dévastatrice. Il faut agir vite, avait dit le conseiller, la voix lourde de calcul. Avec de l'argent, les rumeurs seront dissipées. Le magnate referma lentement l'enveloppe, comme s'il tenait un serpent sur le point de mordre. La proposition semblait pragmatique, presque logique, mais elle le dégoûtait. Étouffer d'argent? Réduire des vies entières à un accord tacite? C'était exactement ce que le mentor avait fait. Et maintenant, les héritiers de l'Empire répétaient la même logique, comme s'il n'était qu'une pièce de plus sur l'échiquier. Au fond de vous, la colère montait. Non pas contre les conseillers, mais contre vous-même pour avoir laissé les choses en arriver là. Le garçon ne pouvait être réduit à une simple rumeur, la femme à un simple inconvénient. Mais chaque fois que vous envisagiez d'admettre la vérité, vous voyiez l'Empire s'effondrer devant vous. Les investisseurs se retiraient, les actions s'effondraient, des rivaux prenaient de votre place, le dilemme le déchirait. Ses conseillers l'observaient, attendant sa réponse. L'un d'eux, plus audacieux, se pencha en avant. Protéger ce que nous avons bâti à un prix. Le magnate résista à l'envie de se lever et de crier. Au lieu de cela, il prit une profonde inspiration, gardant un visage impassible. Mais la tension intérieure était insupportable. Comment pourrait-il continuer à diriger cet empire s'il acceptait le même cycle de silence et de manipulation? La dignité de la femme et l'innocence du garçon étaient déjà gravées en lui comme des plaies ouvertes. Il n'y avait plus moyen de faire comme si elles n'étaient que des ombres. La réunion se termina sans décision claire. Ses conseillers se retirèrent, certains qu'ils céderaient bientôt au pragmatisme. Mais une fois seul, le magnate comprit que son hésitation avait déjà été interprétée comme une faiblesse. Et dans le monde qu'il avait contribué à bâtir, la faiblesse ne restait pas impunie. Quelques heures plus tard, un message anonyme fut déposé à son bureau. Si vous ne coopérez pas, d'autres documents seront saisis. L'enveloppe contenait d'autres photos, non seulement de la femme et du garçon, mais aussi de lui-même, les observant de loin. La menace avait été proférée, et à cet instant, il comprit que ce n'était plus des rumeurs. Il était confronté à un chantage flagrant, et l'empire qu'il avait juré de contrôler le retenait désormais dans des chaînes invisibles. Les menaces voilées des conseillers se sont rapidement propagées au monde extérieur. Ce qui avait commencé comme un murmure dans le salon est rapidement devenu une source de curiosité pour la presse. Les journalistes étaient à l'affût du moindre soupçon susceptible de nuire à l'image impeccable du magnate. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'une photo mal cadrée apparaisse sur les pages numériques d'un tabloïd. La femme et le garçon quittant discrètement les funérailles. Le titre était suggestif, destiné à semer le doute. Qui est cet enfant aux yeux du milliardaire? Dans un premier temps, la nouvelle a été ignorée par les principaux médias, mais sur les réseaux sociaux, l'image s'est répandue comme une traînée de poudre. Les commentaires allaient des spéculations malveillantes aux défenseurs anonymes de la femme, qui apparaissaient comme un symbole de dignité discrète.
La curiosité du public a attisé les flammes, et en quelques heures, d'autres journalistes ont encerclé la porte du petit appartement où elle vivait. Un jour, alors qu'elle partait au marché avec son fils, elle fut surprise par des flashs qui l'aveuglèrent et des micros braqués sur son visage. « Madame, cet homme est-il le père de votre enfant? Et pourquoi avez-vous caché l'histoire ?» Les questions se chevauchaient, transformant la rue tranquille en une arène de jugement. Le garçon, abasourdi, chercha refuge en s'accrochant au bras de sa mère. La peur sur son visage transpercerait tout cœur attentif. À l'intérieur du manoir, le magnate reçut les premiers gros titres avec un vertige. Il vit le visage de l'enfant placardé sur les écrans et les journaux, exposé au monde sans défense, et se sentit responsable de chaque seconde de cette violence. L'image qu'il s'était construite pendant des décennies commençait à se fissurer. Mais pire encore, l'innocence du garçon était dévorée par la curiosité du public. Les conseillers réagirent avec fureur. Ils se rassemblèrent précipitamment, exigeant une action immédiate. Pour eux, l'hésitation était de mise. Nier, étouffer, payer le prix fort. « Ce n'est pas un dommage collatéral », dit l'un d'eux comme si la vie du jeune homme n'était qu'un bilan. Le magnate écouta en silence, mais intérieurement, son sang bouillonnait. Ces mots étaient la répétition exacte de ce que leur mentor avait toujours prêché. On pouvait se débarrasser des gens au nom de l'Empire. Pendant ce temps, la femme affrontait la tempête avec la même dignité qu'elle avait toujours eue. Il refusait de répondre, refusait de céder au spectacle. Il prit son fils par la main, ferma la porte et, dans le silence de sa maison, érigea un mur invisible contre la cruauté. Mais le prix à payer était élevé. Les voisins commentaient, les connaissances prenaient leur distance, et la routine s'était transformée en siège. Le magnate comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le secret n'était plus seulement le sien, c'était désormais un fait public, une flamme inépuisable. La question n'était plus de savoir si la vérité éclaterait, mais quand et comment il choisirait de l'assumer. Et, tandis qu'il fixait son propre reflet sur un écran qui montrait l'image du garçon exposé, il savait que le temps d'attendre était terminé. L'Empire se rassembla autour de lui, tel un tribunal silencieux. La salle du conseil, où tant de décisions froides avaient été prises, ressemblait désormais à une salle d'audience. Autour de la longue table en chêne, les conseillers l'observaient d'un air impénétrable, chaque regard portant la même exigence, une réponse immédiate. Sur la table, des piles de journaux et de tablettes affichaient des titres audacieux, répétant la même question avec des variations cruelles. L'enfant du milliardaire. Vérité ou scandale? L'un des plus anciens prit la parole, sa voix grave résonnant comme une phrase. « Il faut agir, maintenant. Toutes les démissions tardives méritent d'être reconnues. » D'autres hochèrent la tête en silence, renforçant le poids de l'unanimité. Il ne s'agissait pas seulement de protéger leur image publique. Pour eux, l'Empire était un organisme qui ne pouvait être contaminé par des rumeurs de massacre. Les mots qui suivirent résonnèrent comme de l'acier. Vous devez être plus, officiellement, publiquement, sinon nous vous pardonnons à tous. Le magnate sentit la pression des murs se refermer sur lui. Les hautes fenêtres laissaient entrer la lumière grise du matin, mais la pièce semblait étouffante. La table était devenue un autel sacrificiel, et ce qu'on lui demandait était clair. Nier tout lien, effacer une fois pour toutes toute possibilité de reconnaissance. Le dilemme pesait sur sa poitrine comme une pierre. S'il acceptait, il préserverait intacte la structure qu'il avait mis des décennies à bâtir. Les actions remonteraient, les investisseurs se calmeraient, la société oublierait. Mais à quel prix? Il répéterait le même mensonge imposé par son mentor, perpétuant ainsi le cycle du silence et du déni. Tandis qu'il écoutait des arguments calculés, projections financières, risques d'image, scénarios de crise, son esprit se tourna vers le regard du garçon. Il se souvint de la petite main tenant celle de sa mère, de la dignité silencieuse face à l'humiliation publique, de l'indéniable ressemblance. Chaque souvenir était une accusation contre la froideur qu'on attendait désormais de lui. Le silence prolongé du magnate irrita certains de ses conseillers. « Vous hésitez ?» demanda l'un d'eux avec une ironie glaciale. « Savez-vous ce que cela signifie ?» La menace était implicite.
S'il ne coopérait pas, il pourrait être destitué, expulsé du trône. L'unanimité était implacable. Il prit une profonde inspiration et regarda autour de lui. Chaque visage représentait un pacte inébranlable. Des hommes qui ne voyaient que des chiffres, des actions, des actifs. Aucun d'eux ne se souciait de l'enfant. Aucun ne voyait en la femme autre chose qu'une nuisance à éliminer. Pour la première fois, le magnate voyait l'Empire avec une clarté brutale, non pas comme un héritage de grandeur, mais comme une prison où les sentiments étaient interdits. Finalement, il prit la parole. Sa voix était basse mais ferme. « Donnez-moi 24 heures ». La requête surprit la salle, suscitant des murmures d'insatisfaction. Mais personne n'osa protester immédiatement. Il savait qu'il n'avait gagné que peu de temps, juste une marge étroite avant la chute. Lorsqu'il quitta la salle, sa respiration se fit par à-coups. 24 heures. C'était le temps qu'il lui restait pour choisir entre l'Empire et la vérité, entre le masque et le visage, entre répéter le silence hérité ou enfin briser le cycle. Et, tandis qu'il traversait le couloir de marbre, il comprit que ce conte avait déjà commencé à courir en lui, plus implacable que n'importe quelle horloge. Il quitta la réunion avec ses conseillers, portant sur ses épaules le poids des 24 heures qu'il avait demandé. Mais le véritable ultimatum l'attendait au-delà de ces murs de marbre et de ces silhouettes. Il rejoignit sa femme, incapable de repousser la confrontation qui couvait entre eux depuis les funérailles. Il la retrouva dans le même modeste appartement, où la vie s'écoulait à un rythme humain, loin des horloges impitoyables de l'Empire. Elle ouvrit la porte sans surprise, comme si elle savait déjà qu'il arrivait. Le garçon jouait par terre avec de petites voitures en métal, inconscient de la tension qui montait dans l'air. Le magnate entra silencieusement, ôta son manteau et le posa sur la chaise. Un geste qui révélait plus de vulnérabilité qu'il ne voulait l'admettre. « Ils m'ont donné 24 heures, disse a voz grave, marcada pela exaustão. 24 heures pour nier ou perdre tudo, ela o encarou serena, com aquela firmeza que nascera da dor e da resistência. Et moi, je te donne une seule condition, répondit sem hésitar. Reconnais ton fils. Pas en secret, pas avec de l'argent. Devant le monde, devant lui. Sinon, ne reviens plus jamais. » Les mots étaient tranchants. Il n'y avait pas de négociation, pas de place pour les demi-mesures. Le garçon, distrait, leva les yeux à cet instant. Il s'approcha, portant une des charrettes à la main, et fixa le magnate avec curiosité. « Est-ce que ça fait aussi partie de la famille ?» demanda-t-il avec une innocence enfantine. La question le transperça comme un éclair. Le silence qui suivit fut étouffant. Il essaya d'ouvrir la bouche, mais sa voix vacilla. Le regard de sa mère, fixé sur lui, ne lui laissait aucune échappatoire. C'était comme si tout son passé convergeait vers cet instant, réduit à un seul choix, embrasser ou disparaître. Le garçon retomba au sol, incapable de comprendre l'abîme qui s'était ouvert devant les adultes. Mais le magnate resta immobile, tous les muscles de son corps tendus. Le souvenir des conseillers exigeant le refus et l'image de son fils réclamant son appartenance s'entremêlèrent comme deux forces opposées, le déchirant. La femme ne détourna pas le regard. Son expression exprimait de la douleur, mais aussi une dignité farouche. « Je suis bien mon fils, sans toi. Je peux continuer, mais il ne mérite pas d'être ombragé. Il mérite d'être anonyme ou d'être absent. Rien entre les deux. » Le magnate sentit son cœur s'emballer, battre à tout rompre. Les murs sobres de l'appartement semblaient plus vrais que n'importe quelle salle de réunion. Ici, pas de chiffres, juste la vie. Et pourtant, c'est dans cet espace que se prenait la décision la plus difficile de sa vie. Il voulait gagner du temps, mais il n'en avait pas. Le regard de la femme le lui disait clairement. L'échéance des conseillers était sans importance comparée à l'échéance humaine qui s'achevait là, dans cette pièce. Reconnaître son fils signifiait perdre son empire. Le nier signifiait perdre son âme. Et tandis qu'il quittait l'appartement, la gorge serrée, il savait que le compte à rebours ne se limitait pas au délai de 24 heures fixé par le conseil municipal. La décision finale planait déjà en lui, tel un marteau inévitable qui s'abattrait sans pitié. La nuit tombait sur la ville comme une chape de plomb, étouffant même le bruit lointain de la circulation.
Le magnate marchait seul dans les couloirs de l'ancienne chapelle où reposait le corps de son mentor quelques jours auparavant. Les bougies, à moitié consumées, exhalaient un parfum de cire et de fumée, mêlé au froid des pierres centenaires. Le silence intérieur n'était pas seulement une absence de bruit, c'était une présence dense, presque étouffante, comme si les murs renfermaient les secrets et les mensonges de générations entières. Il s'assit sur l'un des bancs en bois, la dureté de la surface contrastant avec la douceur de son corps. Il posa les coudes sur ses genoux et laissa son visage retomber entre ses mains. Pour la première fois depuis des décennies, il n'y avait ni public, ni conseiller, ni journaliste. Seul lui, seul face à sa conscience. Les mots de la femme résonnèrent comme une prière inversée. Il mérite ton nom ou ton absence. Des souvenirs d'enfance lui revinrent par fragments. Il se revoyait courir dans les rues étroites d'un quartier pauvre, entendant la voix de sa mère l'appeler avant la tombée de la nuit. Il se souvenait de la faim dissimulée dans des repas rapides, des vêtements cousus à la hâte, la fierté silencieuse d'une famille qui n'avait que dignité. Son mentor l'avait sorti de cet environnement, mais au prix de l'amputation d'une part essentielle de lui-même. « Pour réussir, il faut s'endurcir », disait-il. Le jeune homme ambitieux avait cru en lui, se laissant modeler comme le fer sur une enclume. À présent, à la lueur vacillante des bougies, il réalisait à quel point cet endurcissement l'avait transformé en statue. Il tenait le monde entre ses mains, mais n'avait plus de racines. L'empire qu'il avait bâti lui valait le respect, mais pas l'affection. Le garçon, d'un simple regard, lui avait révélé l'absence qu'il avait toujours tenté d'ignorer. Les paroles des conseillers lui revinrent comme des échos métalliques. Plus maintenant, officiellement, publiquement, leurs voix se mêlèrent à celles de leur mentor, comme s'il l'avait toujours guidé après sa mort. Mais pour la première fois, le magnate remettait en question cet héritage. Peut-être que répéter ce mensonge serait plus qu'une perte de pouvoir. Ce serait signer sa propre mort intérieure. Il leva les yeux vers la simple croix sur l'autel. Il ne savait pas comment prier. La foi avait été remplacée par des calculs et des contrats. Mais en silence, il murmura des mots décousus, presque une confession. « Je ne veux plus être dans l'ombre ». Les larmes ne jaillirent pas, mais une lourdeur liquide emplit son souffle, comme si son corps tout entier luttait pour expulser des années de dureté. Il resta là des heures, n'entendant que le scintillement des bougies et le vent s'engouffrant dans des fentes invisibles. Lorsqu'il se releva enfin, il se sentit différent. Fatigué, certes, mais aussi plus léger. Comme s'il avait laissé dans cette chapelle le dernier vestige de l'illusion qu'il pouvait encore servir deux maîtres, l'Empire et la vérité. Alors qu'il poussait la porte en bois et sortait dans la nuit glaciale, il réalisa que le chemin qui s'offrait à lui était unique et signifiait survivre comme un fantôme. Accepter signifiait tout perdre, mais peut-être retrouver la vie qui lui avait été volée. Et ce choix, il le savait désormais, ne pouvait plus être reporté. De retour au manoir, le magnate marchait comme s'il traversait un territoire ennemi. Chaque couloir, chaque tableau ancien, chaque meuble luxueux semblait l'interroger silencieusement. Il n'y avait aucun repos sous ce toit, seulement l'écho d'une vie bâtie sur le sacrifice. Il entra dans son bureau, ferma la porte et alluma seulement la lampe qui projetait de longues ombres sur les murs bordés de bibliothèques. Le lieu, autrefois symbole de pouvoir, ressemblait désormais à une prison de bois et de cuir. Il s'assit à la table et ouvrit un tiroir où il rangeait ses papiers personnels. Il en sortit un carnet à la couverture sombre, presque oublié. À l'intérieur se trouvaient des notes éparses de sa jeunesse, des phrases inachevées, des esquisses de rêves jamais réalisés. Il prit une feuille blanche et commença à écrire. La plume glissa d'abord avec hésitation, mais bientôt les mots jaillirent, comme s'ils avaient été retenus pendant des années. Il n'écrivait pas pour ses conseillers, ni pour la presse, mais pour lui-même. Chaque phrase était une confession. Des échecs qu'il n'avait jamais avoués, des sentiments qu'il avait étouffés, des regrets qu'il avait dissimulés sous des contrats. J'ai choisi l'Empire et j'ai perdu mon âme. Il reconnaissait l'amour qu'il avait abandonné, la paternité qu'il avait niée sans le savoir, la solitude qu'aucune victoire n'avait comblée. Les lignes se multiplièrent,
jusqu'à ce que le texte prenne la forme d'une lettre, un adieu non pas au monde, mais à l'homme qu'il avait prétendu être toute sa vie. Lorsqu'il eut terminé, il fixa le papier pendant de longues minutes. Le silence n'était rompu que par le tic-tac d'une horloge antique qui semblait s'accélérer à chaque seconde. Il plia soigneusement la feuille, comme pour boucler un cycle. Puis il se leva, ouvrit la cheminée et jeta la lettre dans les flammes. Le feu dévora les mots en quelques instants, réduisant les aveux en cendres. Et tandis qu'il regardait les flammes s'élever, il se sentit brûlé avec la version de lui-même qu'il ne voulait plus porter. La pièce s'emplit d'une douce amère odeur de papier brûlé. Il resta devant la cheminée jusqu'à ce que la dernière lueur s'éteigne. Le vide qui subsistait n'était pas celui de la défaite, mais celui de la libération. Pour la première fois depuis des décennies, il ne se sentait plus prisonnier de l'image qu'il s'était créée. L'Empire, avec ses exigences incessantes, pouvait s'effondrer. Mais un enjeu plus grand était en jeu, la chance de retrouver son humanité. Il quitta le bureau et traversa le manoir d'un pas décidé. Chaque détail de la maison, les sculptures, les tapis, les miroirs, semblait perdre son importance. Tout n'était plus qu'un décor, les ruines d'un personnage qu'il avait décidé d'abandonner. Au fond de lui, une seule certitude subsistait. Il n'affronterait pas le lendemain masqué. À la porte, avant de partir, il prit une profonde inspiration. L'air de la nuit était frais, mais il était porteur d'une fraîcheur nouvelle, comme s'il respirait vraiment pour la première fois depuis des années. Le magnate savait qu'il se dirigeait vers la confrontation la plus difficile de sa vie, une confrontation qui mettrait tout en péril. Mais après une nuit d'écriture et de feu, il était prêt. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. L'homme qui se cachait derrière des contrats était mort dans cette cheminée. Il ne restait plus que quelqu'un prêt à affronter le monde avec la vérité nue. L'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise se tenait dans un immense auditorium, recouvert de marbre et de verre. C'était le théâtre habituel des victoires, des états financiers triomphants, des projections optimistes, des annonces qui suscitaient une ovation debout des actionnaires. Mais ce matin-là, l'ambiance était différente. L'air était lourd, chargé d'attente et de tension. Au premier rang, les membres du conseil d'administration arboraient des expressions sévères, telles des généraux avant une bataille. Derrière eux, une foule d'investisseurs, de journalistes et d'employés attendait en silence. Le magnate entra d'un pas décidé, le visage impassible comme toujours. Il portait le même costume impeccable, qui était devenu son armure au fil des décennies. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus d'acier. Une agitation le poussait vers une décision irréversible. Il monta sur l'estrade, sentit la chaleur des lumières sur son visage et posa ses mains sur le bois poli. Le micro siffla une seconde, et le silence qui suivit fut presque absolu. Il commença par des paroles solennelles, comme à chaque réunion. Il évoqua son mentor, sa mémoire et l'importance de préserver son héritage. Les personnes présentes acquiescèrent, toujours méfiantes mais réceptives. C'était le texte attendu, un hommage bref, des chiffres précis, un message de continuité. Mais en lisant les premières lignes préparées, il sentit le poids de la lettre qu'il avait brûlée dans la cheminée, le regard du garçon transpercer son âme. Il s'arrêta. Il regarda le texte devant lui, puis l'auditoire. Il déchira lentement la feuille, un geste qui provoqua aussitôt des murmures. Elle laissa tomber les papiers par terre et prit une profonde inspiration. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix n'était plus celle d'un homme d'affaires froid, mais celle d'un homme prêt à tout dépouiller. Pendant des années, j'ai cru que le pouvoir suffisait. J'ai cru que bâtir un empire effacerait mes failles. Mais aujourd'hui, je ne peux plus continuer à mentir. Les mots résonnèrent dans l'auditorium comme une fissure dans un mur. Les conseillers échangèrent des regards inquiets. Certains journalistes brandissaient déjà caméras et enregistreurs. Il poursuivit, le cœur battant mais sans broncher. « Oui, il y a un enfant. Et cet enfant est le mien. » Le choc fut immédiat. Un murmure parcourut la salle, comme des vagues s'écrasant contre les rochers. Certains se plaquèrent les mains sur la bouche, d'autres chuchotèrent. Les conseillers, raides, tentèrent d'intervenir par des regards d'avertissement, mais il ne bougea pas. « On a voulu cacher la vérité. On m'a fait croire que l'amour était une faiblesse.
On m'a privé d'une vie que j'aurais dû connaître. Mais je refuse de continuer à vivre dans ce mensonge. Le silence qui suivit fut plus pesant que les applaudissements. Il lut dans les yeux du public un mélange d'étonnement, de désapprobation et, chez certains, de respect. Sa confession n'était pas seulement un geste personnel. C'était un séisme qui ébranla toute la structure de l'Empire. Le magnate leva les yeux vers les caméras, conscient que ses paroles résonneraient au-delà de la salle, atteignant les journaux, la télévision et les réseaux sociaux. Je l'assume pleinement. Cet enfant n'est pas une rumeur. C'est mon véritable héritage. Son souffle lui brûlait la poitrine, mais une nouvelle clarté s'installait dans son esprit. L'Empire pourrait réagir avec fureur. Ses conseillers pourraient comploter sa ruine. Mais pour la première fois, il se sentait entier. Et dans le silence qui s'abattit sur l'Assemblée, il comprit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Le voile avait été déchiré et le monde ne le verrait plus jamais comme avant. L'auditorium était en émoi après la confession. Des murmures parcourèrent les rangs, les appareils photos étincelaient comme des éclairs, et les conseillers stupéfaits se tortillaient sur leurs sièges, tentant de reprendre le contrôle de la scène. L'un d'eux se leva précipitamment et se dirigea vers la chaire, mais le magnate leva la main, imposant le silence. Le geste était simple, mais chargé d'autorité. Ce même geste qui, pendant des années, avait maintenu des assemblées entières, sous contrôle, servait désormais un objectif différent. Non pas faire taire les doutes, mais laisser la place à la vérité. « On va vous couper le micro », hurla l'un des conseillers, inconscient de l'impact de la menace. Mais il était trop tard. Les journalistes diffusaient en direct et des millions d'yeux scrutaient chaque mot. Le magnate savait que toute tentative de censure ne ferait que renforcer sa position. Il prit une grande inspiration et poursuivit. « Pendant des décennies, j'ai obéi. J'ai obéi à un homme que je croyais sage, mon mentor. Il m'a appris à bâtir, à contrôler, à dominer. Mais il m'a aussi appris à trahir ce qui était le plus humain en moi. Les mots tombèrent comme des marteaux. Nombreux furent ceux qui tremblèrent, mal à l'aise, mais personne n'osa l'interrompre à nouveau. Il poursuivit, sa voix devenant plus ferme à chaque phrase. « Cet homme, que vous vénérez encore, a organisé le silence. Il a éloigné la femme que j'aimais. Il a caché l'existence de mon fils. Et il m'a laissé croire que tout cela était nécessaire pour le bien de l'Empire. » Le poids de la révélation emplissait l'espace. Les journalistes tapaient frénétiquement, enregistrant chaque syllabe. Certains investisseurs secouaient la tête, incapables d'accepter le coup porté à l'image de leur défunt mentor. Mais d'autres semblaient, pour la première fois, entrevoir des failles dans le mythe qui soutenait l'Empire. « Ce n'était pas de la protection, insistiu o magnata, avos agora cas quebrada. C'était de la cruauté, une cruauté déguisée en sagesse. Et moi j'ai accepté, j'ai laissé faire, j'ai répété les mêmes erreurs. Mais aujourd'hui, je dis assez. » Le silence retomba dans la salle. Même les conseillers, qui quelques minutes auparavant tentaient de s'affirmer, semblèrent désarmés par sa franchise. Le magnate regarda au-delà des lumières, comme s'il cherchait dans un endroit invisible les visages de la femme et du garçon. « Je ne veux plus vivre dans un monde où la dignité est sacrifiée pour les profits. Je refuse que mon fils grandisse dans l'ombre d'un mensonge que je cautionnerai. Alors oui, je perds peut-être tout aujourd'hui. Mais je gagne l'essentiel, la vérité. L'impact fut dévastateur. Les expressions allaient de l'indignation au choc, en passant par l'émotion contenue. Certains conseillers murmuraient furieusement, préparant déjà des manœuvres juridiques. Mais les aveux furent faits, irréversibles, diffusés au monde entier en temps réel. L'espace d'un instant, le magnate ferma les yeux. Il sentit son cœur battre la chamade, mais il éprouva aussi une paix qu'il n'avait jamais connue. La pièce pouvait s'emplir de cris, l'Empire pouvait se retourner contre lui, mais rien n'effacerait ce qui avait été dit. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il trouva devant lui un public suspendu entre passé et futur. Et il comprit que dans ce silence pesant, l'Empire ne lui appartenait plus. Mais la liberté, oui, était enfin sienne. La chute fut immédiate. Dans les jours qui suivirent la réunion, le magnate vit son empire s'effondrer sous ses yeux. Les membres du conseil d'administration convoquèrent des réunions d'urgence. Les actionnaires retirèrent des capitaux
et les contrats s'évaporèrent comme s'ils n'avaient jamais existé. Les gros titres affichaient des termes crus: dépossession, à trahison, fin d'un enfant. Sa fortune s'effondra à une vitesse vertigineuse et avec elle l'influence qui l'avait élevé au-dessus des autres pendant des décennies. Là où régnait autrefois la vénération, régnait désormais la distance. Mais curieusement, il ne ressentait pas le désespoir qu'il avait imaginé. Au contraire, chaque perte dégageait une sérénité inattendue. Chaque silhouette disparaissait comme une pierre soulevée d'un vieux fardeau. L'armure qui l'avait toujours opprimé s'effondrait, révélant un corps vulnérable, mais finalement humain. La rencontre avec sa femme eut lieu quelques jours plus tard, sans public, sans journaliste, sans conseiller. Il la recherchait, non pas comme un magnate en quête de pouvoir, mais comme un homme prêt à reconnaître ses erreurs. Lorsqu'il ouvrit la porte, elle le fixa longuement, sans parler. Il baissa les yeux, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant, et dit simplement « Je suis triste. » Trop tard, peut-être, mais je ne veux plus rien dire. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait de profondes blessures qu'aucun mot ne pouvait guérir du jour au lendemain. Mais l'absence de colère dans son regard était un signe avant-coureur. Le garçon, curieux, apparut au bout du couloir et en le voyant, le magnate sourit avec une timidité presque enfantine. Le garçon courut vers sa mère, lui prit la main et observa l'homme qui semblait désormais plus petit, mais aussi plus proche. La vie ne se transforma pas en conte de fées. La femme refusa les cadeaux, refusa tout geste qui ressemblait à une compensation. Elle ne voulait pas de luxe tardif, juste du respect. Le magnate comprit. Sa nouvelle richesse résidait dans des gestes simples. S'asseoir à une modeste table de cuisine, entendre son fils rire d'une blague bidon, arpenter les rues sans l'escorte d'antan. Il y eut bien sûr de la résistance. Une partie de la société le jugea sévèrement. Certains le voyaient comme un exemple de faiblesse, d'autres l'accusaient d'avoir trahi l'héritage de son mentor. Mais pour ceux qui assistèrent à sa confession, il y eut aussi quelque chose de poétique. L'homme le plus puissant de la salle avait choisi de tout perdre pour obtenir un lien que l'argent ne pouvait acheter. Et le garçon, ne comprenant pas l'ampleur de la révolution, sourit. Il sourit comme s'il avait enfin trouvé une présence. Ce sourire, pour le magnate, valait plus que n'importe quelle action, plus que n'importe quelle fortune. Il savait que l'avenir était incertain, que les jours de gloire ne reviendraient jamais. Mais sa dignité retrouvée était un plus grand réconfort que tous les applaudissements. Et, aux côtés de sa femme et de son fils, il a découvert que la perte de l'Empire n'était pas la fin, mais le début de quelque chose qu'il n'avait jamais eu, une vraie vie. C'est encore moi, Marie-Claire. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et si vous avez aimé mon histoire. J'adore lire vos petits mots.